Ma sœur a dit que je n'étais pas assez chic pour assister à son mariage. Maman m'a dit, laisse-la simplement profiter de son grand jour. Je ne me suis jamais présenté. Ce soir-là, toutes les chaînes d'information rediffusaient le moment où son fiancé s'en est pris à elle devant des centaines d'invités. J'ai tranquillement fini mon vin. Je savais exactement ce qui s'était passé. Je m'appelle Geneviève Foster. J'ai 35 ans. Et le matin où j'ai appris que j'avais été banni du mariage de ma propre sœur, j'étais dans ma cuisine avec du mastic d'étanchéité électrique séché sur les mains et une alerte bancaire brillant sur mon téléphone. J'avais passé 12 heures à réparer un système de câblage dangereux dans un restaurant d'Austin, mais apparemment, gagner honnêtement ma vie me rendait trop embarrassante pour m'asseoir à côté des investisseurs, des cadres et des influenceurs invités à son mariage de luxe. Je ne l'ai pas découvert par un appel téléphonique. J'ai vu le dîner de répétition en ligne. Mes parents souriaient à côté de ma sœur et de son fiancé tandis que des parents que je connaissais à peine levaient des coupes de champagne sous une pancarte souhaitant la bienvenue à toute la famille. Toute la famille, sauf moi. Quand j'ai appelé ma mère, elle n'a pas semblé surprise. Elle m'a dit que ma sœur voulait une atmosphère sophistiquée et pensait que mes vêtements de travail, mon style de vie pratique et mon habitude de parler honnêtement mettraient certains invités mal à l'aise. Puis elle a prononcé la phrase dont je me souviendrai pendant des mois. Laisse-la simplement profiter de son grand jour. Et demandé si ma sœur se souvenait de qui avait payé ses factures en retard, couvert les frais de la propriété familiale et l'avait sauvée chaque fois qu'un autre plan s'effondrait. Ma mère est restée silencieuse avant de m'avertir de ne pas faire du mariage une question d'argent. J'ai failli rire. Ils avaient utilisé mon argent pendant des années, mais soudain, le mentionner était considéré comme vulgaire. Je lui ai dit que je respecterais leur décision. Je n'assisterai pas, n'interviendrai pas et ne nettoierai pas ce qui pourrait arriver ensuite. Elle a mis fin à l'appel avant que je puisse poser des questions sur l'étrange notification bancaire qui attendait toujours sur mon écran. Je suis resté à la maison le jour du mariage. Le soir même, des images de la réception se propageaient sur toutes les chaînes locales, et la main levée du marié était devenue l'image à laquelle personne ne pouvait échapper. J'ai tranquillement fini mon vin parce que je savais déjà ce qui l'avait poussé à bout. Avant que je n'explique comment je le savais, dites-moi quel temps il fait, où vous êtes, si cela correspond à votre humeur aujourd'hui et d'où vous regardez. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyage. 3 jours après que ma mère a confirmé que j'avais été délibérément exclu, j'ai conduit vers le sud depuis Austin jusqu'à la maison de mes parents à San Marcos. J'ai passé la majeure partie du trajet à répéter des phrases calmes, mais au moment où j'ai vu des boîtes de mariage empilées dans leur salle à manger, chaque mot préparé a disparu. Ma mère, Denise Foster, se tenait à côté de la table, nouant des rubans de satin autour des cadeaux des invités. Mon père, Walter Foster, était assis dans son fauteuil habituel, faisant semblant de lire un magazine de golf. Ni l'un ni l'autre n'a semblé surpris de me voir. Denise a souri comme si j'étais arrivé pour une visite impromptue. Geneviève, tu aurais dû appeler avant. Je suis resté près de la porte. J'ai appelé. Tu as mis fin à la conversation avant de répondre honnêtement. Walter a plié son magazine. Ta mère a déjà expliqué. Mallory veut une certaine atmosphère. Une certaine atmosphère? Ai-je répété. Une sans moi. Denise a soupiré et a attrapé un autre ruban. S'il te plaît, ne transforme pas cela en interrogatoire. Mallory subit une pression énorme. Les collègues de Nolan arrivent de New York, San Francisco et Londres. Il y aura des investisseurs, des cadres et des gens qui se soucient de la présentation. J'ai baissé les yeux sur mon jean propre et mes bottes de travail. J'étais venu directement d'une inspection commerciale après que l'une de mes équipes eut découvert un câblage surchauffé dans une cuisine d'hôtel. Le travail aurait pu empêcher un incendie, mais pour ma famille, j'étais toujours la fille qui rentrait à la maison avec une légère odeur de cuivre et de poussière. Donc mon existence menace la présentation, ai-je dit. Ce n'est pas ce qu'elle veut dire, a marmonné Walter. La porte d'entrée s'est ouverte avant que je puisse répondre. Mallory est entrée, portant des housses à vêtements, suivi de Nolan Prescott, l'homme qu'elle prévoyait d'épouser dans moins de 3 semaines. Mallory s'est arrêtée quand elle m'a vu. Pourquoi es-tu ici? Je suis venu pour entendre la vérité de ta bouche. Elle a tendu les sacs à Denise et a croisé les bras. Très bien. Le mariage est formel. L'entreprise de Nolan sponsorise une partie de la réception et plusieurs invités pourraient changer notre avenir.
Tu n'aimes pas ces environnements. Tu critiques tout. J'ai demandé si elle voulait dire que je critiquais les gens qui empruntaient de l'argent qu'ils ne pouvaient pas rembourser. Son visage a rougi. C'est exactement pour ça que je ne te veux pas là-bas. Nolan s'est placé à côté d'elle et a posé une main sur son épaule. Geneviève, nous respectons ce que tu fais, mais cet événement est une question de création de relations. Certains invités pourraient ne pas comprendre ton domaine de travail. Mon entreprise empêche les hôpitaux, les restaurants, les appartements et les bureaux de prendre feu, ai-je dit. J'emploie 23 personnes. Je ne savais pas que la sécurité était devenue socialement embarrassante. Nolan a offert un mince sourire. Personne n'a dit embarrassant. Mallory l'a fait, ai-je répondu. Denise s'est interposée entre nous. Assez. Mallory mérite une journée sans complications. Après tout ce qu'elle a traversé, ne peux-tu pas lui accorder ça? Pendant des années, chaque conséquence des choix de Mallory avait été décrite comme quelque chose qui lui était arrivé. Son entreprise d'événementiel ratée lui était arrivée. Ses cartes de crédit impayées lui étaient arrivées. Les procès des fournisseurs lui étaient arrivés. Chaque fois, on s'attendait à ce que j'aide parce que j'étais la stable. Je leur ai rappelé que j'avais payé près de 14 000 $ pour régler un litige, couvert 3 mois de loyer de Mallory et envoyé de l'argent chaque mois pour le duplex familial, une propriété que je possédais en partie. Mallory a levé les yeux au ciel. Ça y est. Encore l'argent. Tu utilises toujours l'argent pour te faire paraître supérieur. J'ai failli rire. J'utilise l'argent pour payer des factures que tout le monde prétend ne pas exister. Walter s'est levé. Geneviève, baisse la voix. Je ne l'avais pas élevé. Ils avaient l'habitude de traiter toute résistance de ma part comme une agression. J'ai pris une enveloppe dans mon sac et je l'ai posée sur la table. À l'intérieur se trouvait un avis indiquant que mes virements mensuels pour le duplex s'arrêteraient à la fin du cycle de facturation. Je demandais également l'annulation de la procuration limitée que j'avais signée 4 ans plus tôt lors d'un voyage professionnel. Denise s'est figée. Tu ne peux pas faire ça maintenant. Pourquoi pas? Parce qu'il y a des dépenses. Quelles dépenses? Les impôts fonciers? Les réparations? L'assurance? Les réponses sont venues trop vite. Walter fixait le sol. Je leur ai dit que j'examinerais les factures légitimes et que je paierais ma part légale directement au fournisseur. Le visage de Denise s'est crispé. Tu nous punis parce que ta sœur veut un jour pour elle. Non, je sépare l'amour de l'accès financier. Mallory s'est approchée. Ne te pointe pas au mariage plus tard pour essayer de sauver tout le monde quand tu te sentiras coupable. La cruauté dans sa voix m'a apporté de la clarté. Tu as ma parole, ai-je dit. Je n'assisterai pas, n'interviendrai pas et ne sauverai personne. Nolan a eu un sourire narquois. Je me suis tourné vers la porte, mais Denise m'a interpellé. Révoquer ce document pourrait compliquer certains arrangements. Je me suis arrêté. Quels arrangements? Elle a jeté un regard à Walter et une lueur de panique est passée entre eux. Puis elle a forcé un sourire. Rien dont tu doives t'inquiéter avant le mariage. Je suis parti en sachant que mon invitation manquante n'était plus le seul secret dans cette maison. Le lendemain matin, j'ai retrouvé ma meilleure amie, Colette Avery, dans un café tranquille près du lac Lady Bird. Colette travaillait comme photographe d'événements et en savait plus sur la scène sociale d'Austin que la plupart des publicistes. Elle était déjà assise avec un café froid qui m'attendait. Je lui ai raconté la confrontation à San Marcos. Elle a écouté jusqu'à ce que je répète le commentaire de Nolan sur la création de relations. Son expression a changé. Je connais une relation qu'il a créée, a-t-elle dit. Elle a ouvert son ordinateur portable et l'a tourné vers moi. Une photo d'un lancement de produit montrait Nolan près d'un bar d'hôtel avec une femme en robe argentée. Sa main reposait bas sur son dos et le visage de la femme était tourné vers son cou. Sur l'image suivante, il partait par une entrée latérale après minuit. Colette m'a montré des photos d'un autre événement 6 semaines plus tard. Nolan et la même femme étaient assis dans un box privé, se tenant la main sous la table. Je l'ai reconnue sur le site web de son entreprise. C'était la directrice de la communication. Sont-elles publiques? Ai-je demandé. Non, ce sont des photos d'arrière-plan. Un barman les a aussi vues s'enregistrer à l'hôtel ensemble. Colette m'a observé. Mallory t'a terriblement traité,
mais elle mérite de savoir. Mon premier instinct a été l'ancien. Conduire jusqu'à San Marcos, placer les preuves dans les mains de Mallory et absorber sa colère jusqu'à ce qu'elle me croie. Puis je me suis souvenu comment elle m'avait ordonné de ne sauver personne. J'ai demandé à Colette de m'envoyer des copies avec les métadonnées intactes. J'ai écrit à Mallory un bref message contenant les dates, les lieux et les photographies. Je lui ai dit de vérifier les informations avant de prendre une décision. Je n'ai pas insulté Nolan ni mentionné l'invitation au mariage. Sa réponse est arrivée 12 minutes plus tard. Tu ne supportes pas que je sois heureuse. C'est pathétique, Geneviève. Reste loin de nous. Nolan m'a déjà expliqué que c'est une collègue. Puis elle m'a bloqué. Colette a secoué la tête. Tu as fait ce que tu pouvais. J'ai fermé l'ordinateur portable. Cet après-midi-là, je suis retourné à mon bureau. Mon directeur des opérations, Grant Sullivan, attendait devant la salle de conférence avec un dossier. Grant avait rarement l'air troublé. Nous avons un problème, a-t-il dit. Lors d'un examen d'assurance, il avait cherché dans les registres publics liés à ma participation dans le duplex familial. Un nouveau privilège avait été enregistré 4 mois plus tôt. Le montant du prêt était de 180 000 $. Je n'avais jamais demandé de prêt contre la propriété. Grant a placé une autre page devant moi. Le dossier de la banque comprenait une résolution numérique autorisant supposément mes parents à utiliser ma part de propriété comme garantie. La signature ressemblait à la mienne, mais elle avait été copiée d'un ancien document. La résolution faisait référence à la procuration limitée que j'avais signée des années plus tôt. Ce document permettait à mes parents de payer les impôts, d'approuver les réparations ordinaires et de communiquer avec les assureurs pendant mon absence. Il ne permettait pas d'emprunter, de transférer la propriété ou de mettre en gage ma part. Cela dépasse l'autorité que tu leur as donnée, a dit Grant. Il pourrait s'agir de fraude. Mes mains sont devenues froides. Je me suis souvenu de l'étrange notification bancaire du matin où j'ai découvert le mariage. Elle disait qu'un décaissement programmé lié au duplex avait été retardé en attendant une vérification d'identité mise à jour. Quelqu'un attendait plus d'argent. J'ai appelé un avocat spécialisé en immobilier. Sur ses conseils, j'ai notifié le service des fraudes de la banque et demandé le blocage de tous les fonds restants. J'ai également révoqué la procuration. La banque a accepté de geler la partie non décaissée pendant l'examen du dossier. Je n'ai pas appelé mes parents. Je voulais des documents avant les dénégations et des faits avant un autre discours sur la famille. 2 nuits avant le mariage, mon téléphone a sonné d'un numéro inconnu. La messagerie vocale de Mallory est apparue quelques instants plus tard. Sa voix était haletante. Geneviève. J'ai vérifié la tablette de Nolan. Tu avais raison. Ce n'est pas seulement la femme. Il y a des reçus d'hôtel et des messages sur l'argent. Il pense que je ne comprends pas ce que je lis. Je vais le forcer à tout me dire. N'appelle pas maman pour l'instant. J'ai rappelé, mais le numéro était déjà déconnecté. Mallory avait finalement ouvert la porte à la vérité, et je savais comment elle confrontait les gens lorsqu'elle était humiliée. Elle ne le faisait pas en silence. Une partie de moi voulait conduire jusqu'à sa maison et l'arrêter. Je ne l'ai pas fait. Elle avait rejeté mon avertissement, m'avait bloqué et exigé de la distance. J'avais offert des preuves et une chance de prendre une décision en privé. Ce qu'elle ferait ensuite lui appartenait. Pourtant, une pensée m'a suivi jusqu'au lit. Mallory avait mentionné des messages sur l'argent. Je me demandais si l'affaire de Nolan et le prêt frauduleux étaient liés, et si le mariage avait été financé par plus que de la fierté empruntée. Le jour du mariage, je me suis réveillé avant le lever du soleil et j'ai fait du vélo sur le sentier près de Muller. J'ai gardé mon téléphone dans mon sac et j'ai refusé de consulter les réseaux sociaux. À midi, des photos sont arrivées par des messages de groupe que j'avais oublié de mettre en sourdine. La cérémonie se déroulait dans un complexe de luxe surplombant le lac Travis. Des fleurs blanches couvraient l'arche. Des lanternes en verre bordaient l'allée. Mallory portait une robe ivoire avec une traîne nécessitant 2 assistants. Nolan souriait à côté d'elle comme si rien dans sa vie n'avait jamais mal tourné. J'ai retourné mon téléphone et j'ai passé l'après-midi à examiner des rapports de sécurité. À 19 h, j'ai préparé des pâtes, ouvert une bouteille de pinot noir et me suis assise à mon îlot de cuisine. Je me suis dit que je n'attendais pas une catastrophe. À 19 h 43,
Colette a envoyé un texto, allume les infos. Avant que je puisse répondre, mon téléphone a commencé à vibrer. Des messages sont arrivés d'employés, de voisins, de camarades de classe et de parents. L'un d'eux contenait une vidéo. La séquence tremblante avait été enregistrée depuis une table près de la piste de danse. Mallory et Nolan se tenaient sous des lumières suspendues. L'orchestre avait cessé de jouer. Mallory tenait un microphone dans une main et la tablette de Nolan dans l'autre. Elle a demandé pourquoi il avait réservé des chambres d'hôtel avec sa directrice de la communication les soirs où il prétendait voyager seul. Nolan a tendu la main vers le microphone, mais Mallory a reculé et a lu un de ses messages à haute voix. Il avait promis à l'autre femme que le mariage lui donnerait accès à suffisamment de capital familial pour stabiliser son entreprise. Après le prochain tour de financement, écrivait-il, il serait libre de partir. Des halètements se sont répandus dans la salle de bal. Les invités ont levé leur téléphone. Nolan a traité Mallory d'ivre et de confuse. Elle a ouvert un autre message et a posé des questions sur le prêt du duplex. Mon corps s'est immobilisé. Nolan avait qualifié la propriété de ma famille de financement relais. Il avait également écrit que la sœur aînée n'enquêterait jamais parce qu'elle était trop occupée à faire un travail d'ouvrière. Mallory a regardé vers la table de mes parents. Denise avait pâli. Walter semblait incapable de bouger. Nolan a essayé de saisir la tablette. Mallory l'a tenue contre sa poitrine et a annoncé que le mariage, le complexe et une partie de son entreprise avaient été financés avec de l'argent provenant d'une propriété qu'il ne possédait pas. Son expression soignée a disparu. Il l'a accusé de détruire sa carrière. Elle lui a dit qu'il l'avait fait lui-même. Puis elle a dit que la femme avec qui il couchait était assise à la table 19. La caméra s'est tournée vers une femme en robe verte qui tentait de partir. Quand elle est revenue, Nolan avait saisi le poignet de Mallory. Elle lui a dit de la lâcher. Il a crié qu'elle avait prévu de l'humilier. Mallory a repoussé sa main. Nolan a levé le bras et l'a frappé au visage. Le son a traversé la salle de bal pendant une demi-seconde. Personne n'a bougé. Puis la sécurité s'est précipitée. Un invité a tiré Mallory en arrière. Walter s'est levé si vite que sa chaise est tombée. Denise a crié. 2 gardes ont maîtrisé Nolan pendant que quelqu'un appelait les autorités. La vidéo s'est terminée dans les cris. Je suis restée assise, figée, à mon îlot de cuisine, le vin intact. Je ne me sentais pas victorieuse. Mallory m'avait insulté et effacé, mais rien ne justifiait ce que Nolan avait fait. Un autre clip le montrait emmené par les autorités à travers le hall. Les chaînes locales l'ont repris parce que des cadres de la technologie et des influenceurs y assistaient. À 21h, l'histoire s'était répandue au-delà d'Austin. J'ai compris ce qui avait poussé Nolan à bout. Mallory avait découvert l'affaire et l'argent, puis avait exposé les deux dans la pièce qu'il avait construite pour impressionner. Sa violence était entièrement de sa responsabilité, mais la vérité qu'il craignait avait atteint tout le monde en même temps. Denise a appelé à 21h14, pleurant si fort que je pouvais à peine la comprendre. Geneviève, tu dois venir. Les autorités posent des questions. Il y a des journalistes dehors. Le complexe veut être payé. Mallory a besoin d'un avocat. Autrefois, ces mots m'auraient fait courir à la porte. Au lieu de cela, j'ai demandé si Mallory était physiquement en sécurité. Denise a dit qu'elle était avec un adjoint et une directrice du complexe. J'ai envoyé les coordonnées d'un conseiller en affaires familiales et d'un avocat spécialisé dans les ordonnances de protection. J'ai proposé d'organiser une voiture privée pour emmener Mallory quelque part en sécurité. Denise a semblé abasourdie. C'est tout? Ta sœur a été agressée devant des centaines de personnes. Je sais. Je l'aide à rester en sécurité. Je ne paie pas le complexe, je ne gère pas les journalistes et je ne fais pas disparaître les accusations financières. Denise a arrêté de pleurer. Ce n'est pas le moment de nous punir. Je ne punis personne. Je refuse de devenir le fonds d'urgence pour des décisions que je n'ai pas prises. Elle a baissé la voix. Les journalistes posent des questions sur la propriété. Quelle propriété, maman? Silence. J'ai entendu des voix derrière elle. Denise a chuchoté que nous pourrions en discuter plus tard en famille. Je lui ai dit que la banque examinait déjà le prêt. Elle a eu une inspiration brusque. Geneviève, ne fais rien avant qu'on ait parlé.
J'ai dit que les fonds restants avaient été gelés et la procuration révoquée. Elle m'a traité de cruel. Je lui ai rappelé que Mallory m'avait ordonné de ne pas assister ni de sauver personne. Puis j'ai mis fin à l'appel. Plus tard, Colette est arrivée avec des plats à emporter. Nous avons regardé les informations avec le son bas. L'entreprise de Nolan a annoncé sa suspension immédiate. Le complexe a confirmé que la sécurité coopérait avec les forces de l'ordre. Colette a demandé si je regrettais de ne pas être venu. Je regrettais que Mallory ait été blessée et qu'elle ait choisi une scène plutôt qu'une sortie privée. Mais je ne regrettais pas d'avoir respecté la limite qu'elle avait exigée. J'avais offert la sécurité sans renoncer à ma vie. Vers minuit, Grant a appelé. Les premiers dossiers bancaires montraient que le premier virement du duplex était allé à l'entreprise de Nolan, le deuxième avait payé un fournisseur du mariage et le troisième avait soldé une carte de crédit personnel. Le scandale du mariage n'était pas distinct de la fraude. C'était le moment qu'il avait exposé. Le lendemain matin, Grant et moi avons rencontré notre avocat avant l'ouverture du bureau. La table de la conférence s'est remplie de relevés bancaires, de documents de propriété, de confirmations de virement et de copies de la procuration. Le prêt avait été débloqué par étapes. 68 000 $ sont allés à la start-up de Nolan sous la description d'un investissement familial. 54 000 $ ont payé le complexe, le traiteur, les fleurs, le transport et la robe de Mallory. Plus de 30 000 $ ont payé des cartes de crédit, un leasing de véhicules de luxe et des frais d'hôtel. Une autre partie a couvert les taxes et les frais. Environ 19 000 $ restaient non décaissés lorsque j'ai contacté la banque. Ma signature figurait sur un formulaire de consentement électronique, mais elle avait été copiée d'un document d'assurance signé 3 ans plus tôt. Le fichier avait été téléchargé depuis la connexion Internet de la maison de mes parents. Denise avait utilisé une autorité destinée aux dépenses immobilières ordinaires pour me présenter comme approuvant un prêt majeur. L'avocat a dit que la banque n'avait pas non plus vérifié si le document permettait la transaction. Cela n'excusait pas ma famille, mais cela créait des recours possibles. À 10 heures, Walter a appelé et a demandé à me voir seul. Nous avons choisi un restaurant à mi-chemin entre Austin et San Marcos. Il est arrivé avec une boîte d'archives en carton et avait l'air d'avoir vieilli de plusieurs années. Il n'a pas commandé de nourriture. J'ai demandé si Denise savait qu'il était là. Il a dit non et a poussé la boîte vers moi. À l'intérieur se trouvaient des courriels, des textos, des ébauches de prêts et des notes manuscrites. Walter a admis qu'il était au courant du prêt. Denise lui avait dit que Nolan avait besoin de capitaux temporaires et qu'il les rembourserait après un important tour de financement. Mallory croyait la même histoire. Walter s'était opposé à l'utilisation du duplex, mais Denise avait dit que j'avais toujours soutenu la famille et que j'accepterais probablement une fois que tout aurait réussi. Ils n'ont jamais demandé parce que Nolan avait averti que je retarderais la transaction avec des avocats et des inspections. Il avait raison, ai-je dit. Walter a hoché la tête. Tu aurais trouvé les problèmes. Un courriel de Nolan demandait à Denise de décrire l'argent comme des améliorations immobilières si je posais des questions sur l'augmentation des dépenses. Un autre disait qu'il était peu probable que j'examine les registres du comté parce que je travaillais constamment. Dans un troisième, Nolan plaisantait en disant que les gens qui réparaient les panneaux électriques comprenaient rarement la finance sophistiquée. L'homme qui m'avait qualifié de vulgaire avait utilisé mon succès comme preuve que j'étais trop peu sophistiqué pour me protéger. Walter a également apporté des messages montrant que Mallory savait que le mariage était payé par le prêt. Elle a prétendu qu'elle ne savait pas que mon autorisation était fausse. C'était possible, mais elle n'avait jamais demandé d'où venait l'argent. Le confort l'avait rendue peu curieuse. J'ai demandé à Walter pourquoi il me disait tout ça maintenant. Il a regardé par la fenêtre. Quand Nolan l'a frappé, j'ai vu ce que nos excuses avaient construit. Nous disions que Mallory était fragile, donc nous ne lui avons jamais demandé de se tenir debout. Nous disions que tu étais forte, donc nous pensions pouvoir tout mettre sur ton dos. Il a dit qu'il fournirait une déclaration sous serment et coopérerait avec la banque. Je lui ai dit que le regret n'effaçait pas la participation. Il a été d'accord. Quand je suis retourné à Austin, Denise m'attendait devant mon bureau. Elle n'a pas demandé si j'allais bien. Elle a exigé de savoir ce que Walter m'avait donné. J'ai dit assez. Elle a insisté sur le fait que Nolan avait manipulé tout le monde et promis le remboursement. Ils avaient seulement essayé de protéger l'avenir de Mallory. En volant le mien, ai-je demandé.
Denise a dit que ce n'était pas du vol parce que le duplex appartenait à la famille. Je lui ai rappelé qu'un tiers m'appartenait légalement et que j'avais payé la plupart des réparations importantes. Elle a changé de tactique. Mallory avait été agressée. Les journalistes se moquaient d'elle et les sponsors mettaient fin à leur contrat. Comment pouvais-je me concentrer sur l'argent? L'agression et la fraude sont deux vérités distinctes, ai-je dit. Mallory ne méritait pas d'être frappée, mais cela n'efface pas toutes les décisions financières qu'elle a prises. Denise m'a accusé de manquer de compassion. J'ai dit que la compassion était la raison pour laquelle j'avais envoyé un conseiller et un avocat. La responsabilité était la raison pour laquelle j'avais appelé la banque. Je lui ai remis un avis formel révoquant la procuration et exigeant la préservation de chaque courriel, texto, dossier et appareil lié au prêt. Elle a demandé si j'avais l'intention de faire en sorte que mes parents subissent de graves conséquences. J'ai dit que cela dépendrait de s'ils continuaient à mentir. Mon objectif était d'arrêter les dégâts, de récupérer ce qui avait été pris et de m'assurer que mon identité ne serait plus jamais utilisée. Elle a chuchoté que la vente du duplex détruirait leur retraite. Je lui ai rappelé que l'utiliser pour financer Nolan l'avait déjà fait. Après son départ, Grant m'a aidé à mettre en place des alertes à la fraude, à modifier l'accès aux comptes partagés et à établir des contrôles directs sur les dépenses immobilières légitimes. La banque a confirmé qu'aucun fonds supplémentaire ne pourrait être débloqué. Notre avocat a programmé une médiation avant que le prêteur ne se dirige vers une saisie ou une plainte pénale. Ce soir-là, Mallory m'a envoyé un courriel depuis un nouveau compte. Elle avait obtenu une ordonnance de protection temporaire et avait emménagé dans un appartement meublé. Elle a dit qu'elle ne savait pas que ma signature était fausse, mais a admis qu'elle savait que l'argent du mariage provenait du prêt du duplex. Elle avait choisi de ne pas poser de questions parce que Nolan avait promis le remboursement. Elle m'a demandé si je la détestais. La haine aurait été plus simple. Ce que je ressentais, c'était l'épuisement d'aimer quelqu'un qui traitait ma stabilité comme une ressource naturelle. J'ai répondu que j'étais soulagé qu'elle soit en sécurité. La question financière serait gérée par des avocats et des accords documentés. Je ne discuterai pas de pardon tant que toute la vérité ne serait pas établie. Elle a répondu par 2 mots. Je comprends. C'était la première fois depuis des années que Mallory acceptait une limite sans discuter. La médiation a eu lieu 3 semaines plus tard dans un cabinet d'avocats d'Austin. Je suis arrivé avec Grant, mon avocat et 3 classeurs organisés. Mes parents sont entrés ensemble, mais se sont assis à plusieurs mètres l'un de l'autre. Mallory est venue avec son avocat, sans maquillage. Une légère marque jaune restait le long de sa pommette. Ma tante, Irene Foster, était présente en tant que témoin familial neutre. Irene était la sœur aînée de Walter et avait passé une grande partie de sa carrière à arbitrer des conflits du travail. Elle n'avait jamais accepté l'habitude de Denise d'appeler le secret de la loyauté. Un représentant de la banque a participé par vidéo. Nolan était absent. Il est resté sous une ordonnance de protection et faisait l'objet d'une enquête pour agression, détournement de fonds de l'entreprise et implication possible dans le prêt frauduleux. Le médiateur a expliqué que la réunion concernait les réclamations immobilières et financières et n'empêcherait aucune enquête publique. Mon avocat a présenté la chronologie. J'avais acheté un tiers du duplex 12 ans plus tôt lorsque mes parents avaient besoin d'argent pour des réparations. Depuis, j'avais payé une grande partie des impôts, de l'assurance, de la toiture, de la plomberie et des travaux de structure. La procuration limitée ne permettait qu'une gestion de routine. Elle interdisait toute nouvelle dette, vente, transfert ou charge sans approbation écrite. Malgré cette clause, Denise l'a utilisée pour garantir un prêt de $180 000. Ma signature avait été copiée d'un autre dossier. Les fonds ont financé l'entreprise de Nolan, le mariage de Mallory et des dépenses personnelles. La banque a confirmé que son service des fraudes avait identifié des irrégularités et envisagé une action en justice. Denise a interrompu. Nolan m'a mise sous pression et a promis le remboursement. Irene lui a fait face. La pression n'est pas la force. Tu as pris une décision parce que tu t'attendais à ce que Geneviève absorbe le risque. Denise a dit qu'elle avait agi pour sa fille. Irene a répondu qu'elle avait sacrifié la propriété d'une fille pour protéger le fantasme d'une autre fille. Mallory a pleuré mais est restée assise. Quand ce fut son tour, elle a admis qu'elle savait que les acomptes du mariage provenaient du prêt du duplex. Nolan lui avait dit que la famille avait approuvé un investissement. Elle n'a jamais vu ma signature,
mais elle ne m'a jamais contacté non plus parce qu'elle savait que je poserais des questions. Mallory a accepté par écrit de coopérer avec la banque et l'enquête sur l'entreprise de Nolan. Elle avait également demandé le divorce, même si le mariage n'a duré que quelques heures avant qu'il ne soit emmené par les autorités. La start-up de Nolan l'a licencié après que des registres ont montré qu'il avait présenté l'argent de la famille comme un capital d'investissement engagé. 2 investisseurs se sont retirés. L'entreprise a préparé une plainte civile concernant les dépenses imputées au compte de l'entreprise. Sa directrice de la communication a engagé un avocat et a remis des messages confirmant l'affaire et son plan d'utiliser la propriété des Foster comme financement temporaire. Nolan a perdu son emploi, ses investisseurs, son mariage et son réseau professionnel. Rien de tout cela n'annulait ses actions, mais il ne pouvait plus se cacher derrière son statut. Mon avocat a présenté mes conditions de règlement. La procuration serait révoquée de manière permanente et enregistrée. Mes parents reconnaîtraient par écrit qu'ils n'avaient aucune autorité pour utiliser mon nom, mon crédit, ma signature ou ma participation. Le duplex serait expertisé de manière indépendante et vendu. Après le paiement de la banque, des impôts et des frais de clôture, le produit restant servirait d'abord à rembourser mes contributions documentées, mes frais juridiques et les pertes liées aux prêts non autorisés. Mallory renoncerait à toute réclamation sur la propriété et signerait un accord de remboursement pour les dépenses de mariage qu'elle a directement acceptées. Un gestionnaire indépendant contrôlerait la société immobilière jusqu'à la clôture de la vente. Denise a qualifié les conditions d'humiliantes. Je lui ai dit que l'humiliation, c'était d'être exclu d'un mariage pendant que ma propriété le payait discrètement. Cet accord était une documentation. Walter a signé le premier. Sa main tremblait, mais il n'a pas discuté. Il a également signé une déclaration décrivant les courriels de Nolan et l'utilisation du document par Denise. Denise a refusé pendant près d'1 heure. Elle m'a accusé de choisir l'argent plutôt que la famille. Le représentant de la banque a calmement expliqué que si la médiation échouait, le prêteur pourrait accélérer le prêt, commencer la saisie et signaler la signature copiée pour une enquête pénale. Denise a cherché le soutien de Mallory. Mallory ne l'a pas défendu. Maman, a-t-elle dit, Geneviève ne nous fait pas ça. C'est nous qui l'avons fait. Denise a finalement signé. Avant de signer son propre accord, Mallory a regardé de l'autre côté de la table. Je t'ai exclu parce que Nolan avait honte de ton travail, a-t-elle dit. Mais j'étais d'accord. Je voulais tellement son monde que j'ai traité la personne qui m'a le plus aidé comme si elle était inférieure à moi. Je suis désolé. Je croyais que ses excuses étaient sincères, mais la sincérité ne restaurait pas la confiance. Je lui ai dit que j'acceptais qu'elle ait dit la vérité. Le pardon exigerait du temps et un comportement constant. Elle a hoché la tête et a signé. À la fin de la réunion, Denise a demandé si je me sentais satisfaite. Je ne me sentais pas triomphante. L'argent récupéré ne pouvait pas effacer le fait que Mallory ait été blessée ou que ma mère ait utilisé mon identité. Ce que je ressentais, c'était plus de stabilité. Je me sentais protégé. Chaque promesse avait maintenant une signature. Chaque obligation avait un numéro. Et chaque limite avait une force juridique. Dehors, Irene m'a accompagné jusqu'au parking. Elle a dit, la vengeance essaie de faire sentir à une autre personne ta douleur. Ce que tu as fait, c'est de rendre la responsabilité aux personnes qui ont créé les dommages. J'ai réalisé que c'était tout ce que j'avais toujours voulu. Je n'avais pas besoin que ma famille souffre. J'avais besoin qu'ils arrêtent de me faire souffrir pour eux. 6 mois plus tard, le duplex a été vendu à un couple qui prévoyait de le rénover et de vivre dans une unité tout en louant l'autre. La vente a payé le reste du prêt, les impôts, les frais juridiques et les frais de clôture. J'ai récupéré la plupart de ce que j'avais investi ainsi qu'une compensation pour l'utilisation non autorisée de ma participation. L'argent n'a pas ramené le temps perdu ni réparé ma relation avec ma mère, mais il m'a donné la liberté de décider ce que mon travail soutiendrait ensuite. J'en ai utilisé une partie pour créer un fonds de formation par le biais d'un collège communautaire d'Austin. Le programme couvrait les frais de certification, les outils, l'équipement de protection et des apprentissages rémunérés pour les femmes entrant dans les carrières de l'électricité et de la sécurité des bâtiments. Lors de la première séance d'orientation, 12 femmes se tenaient dans notre salle de formation, tenant de nouveaux sacs à outils. Certaines avaient quitté des mariages instables. Certaines étaient des mères célibataires. D'autres s'étaient entendu dire que le travail technique était trop sale, difficile ou inadapté aux femmes.
Je leur ai dit que le travail qualifié n'était pas vulgaire. Il exigeait de la discipline, du jugement, de l'éducation et des connaissances précieuses. Il assurait la sécurité des foyers, l'ouverture des entreprises et le fonctionnement des communautés. Aucun costume coûteux ne pouvait rendre un travail honnête moins précieux. Mallory a visité mon bureau plus tard cette semaine-là. Elle est venue seule et a pris rendez-vous à l'avance. Elle travaillait à temps plein pour une petite entreprise de location d'événements et suivait une thérapie. Ses comptes de médias sociaux étaient privés et le style de vie sponsorisé qu'elle considérait autrefois comme essentiel avait disparu. Elle a posé une enveloppe sur mon bureau contenant son premier remboursement. Puis elle m'a donné un carnet en cuir usé qui avait appartenu à notre grand-mère. À l'intérieur se trouvaient des budgets ménagers, des objectifs d'épargne et des notes sur la manière d'apprendre aux filles à contrôler leur propre argent. Mallory s'est à nouveau excusée sans se défendre ni me demander de la réconforter. Je lui ai dit que nous pourrions éventuellement construire une relation plus saine, mais qu'elle ne ressemblerait pas à l'ancienne. Je ne prêterai pas d'argent, ne garantirai pas de dette, ne partagerai pas l'accès à des comptes et ne répondrai pas automatiquement à chaque crise. Nous nous verrions parce que nous le choisirions, pas parce que la culpabilité l'exigerait. Elle a accepté ces conditions. Avant de partir, elle m'a demandé si je pardonnerais à Denise. Ma mère avait perdu son poste au conseil d'administration d'une association caritative locale après que l'enquête financière fut connue. Elle a blâmé Nolan publiquement, mais avait toujours du mal à admettre ses propres choix. Walter avait commencé une thérapie et continué de coopérer avec la banque. J'ai dit à Mallory que le pardon n'était pas la réconciliation. Je pouvais libérer la colère sans restaurer l'accès. Il m'avait fallu 35 ans pour apprendre cette distinction. Nous ne nous sommes pas serrés dans les bras quand elle est partie, mais elle s'est arrêtée à la porte et a dit qu'elle était fière du programme de formation. Quelques mois plus tôt, elle avait eu honte de ma profession. Maintenant, elle comprenait que le travail qu'elle qualifiait de vulgaire avait payé des employés, protégé des bâtiments, soutenu notre famille et créé des opportunités pour des étrangers. Ce soir-là, je suis rentré chez moi, j'ai préparé du café et j'ai ouvert mon journal. J'ai écrit que les limites n'étaient pas des punitions. Elles étaient des instructions sur la façon dont les gens pouvaient rester dans ma vie sans me faire de mal. Aider quelqu'un à atteindre la sécurité ne nécessitait pas de le sauver de toutes les conséquences. Les accords écrits, l'éducation financière, la surveillance du crédit et l'autorité légale limitée n'étaient pas des signes de méfiance. Ils étaient une protection. Plus important encore, l'amour familial ne devrait jamais exiger l'abandon de la dignité. La chute publique de Nolan a captivé des millions de vues. Mais la vraie fin a été plus discrète. Ma mère ne pouvait plus utiliser mon nom. Ma sœur ne pouvait plus utiliser l'impuissance comme un mode de vie. Mon père ne pouvait plus se cacher derrière le silence. Et je ne mesurais plus ma valeur à leur invitation dans des pièces construites avec mon argent. Parfois, la plus forte des vengeances n'est pas de détruire ceux qui vous ont sous-estimé. C'est de leur retirer l'accès à votre travail, à votre paix et à votre avenir. Puis d'utiliser ce que vous récupérez pour aider les autres à se tenir debout. Si vous avez déjà eu à choisir entre protéger votre famille et vous protéger vous-même, souvenez-vous qu'un amour sain n'exige pas que vous disparaissiez. Votre sécurité, votre dignité et votre avenir comptent aussi. Merci de soutenir notre chaîne et de prendre le temps de regarder. Cette vidéo est complètement fictive et uniquement à des fins éducatives et de divertissement. Elle vous rappelle pourtant que perdre des gens qui ne vous ont jamais correctement valorisé n'est pas toujours une tragédie. C'est parfois le premier signe que votre vie fait enfin de la place pour quelque chose de mieux.